Bienvenue dans cette première émission qui n'a pas encore de nom. Vous allez voir, on est sur un concept expérimental, un concept que j'ai compris il y a à peu près 3 minutes, puisque on est là pour enregistrer une émission sur une idée de rétrophile. Je vous présente le cast de ce soir, puisqu'on a Rétrophile, Bonjour. Mister Yanda Bonsoir. et Sonia Smith qui nous a planté. C'est vous dire si ce numéro 0 est expérimental. Alors, ce qu'on va vous proposer, Phil vous a demandé sur les réseaux sociaux de nous proposer une liste de comics. Et en fait, le but de ce soir, c'est de récupérer cette liste et de classer ces comics du meilleur au moins bon, plus mauvais, voire carrément nul. Dit comme ça, c'est un peu scolaire, mais effectivement, Mister Yanda et moi n'avons pas la liste. Et potentiellement, nous ne sommes pas d'accord sur ces comics. Donc attendez-vous à un déluge de joutes verbales et de mauvaise foi. Et le but, c'est, entre chaque épisode, que vous participiez et que vous veniez rajouter des comics dans cette liste qu'on devra nous réintroduire dans Stop. Ce que je vous propose, c'est qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec... en fait, je n'ai pas la liste, donc je vais plutôt me tourner vers Phil pour savoir comment on procède pour lancer tout ça. Pour la première, j'ai demandé aux copains de lescomics.fr de m'envoyer une liste avec 3 titres dedans et avec un nom pour la liste. On va commencer avec la liste de Wolf in Motion, que je remercie, parce que lui au moins il a pris 3 titres et il a trouvé un nom, parce que tu verras les autres, c'est catastrophique. Les mecs de lescomics.fr, je sais pas où tu les as trouvés, Matt, mais faut en virer la moitié. C'est les mecs qu'on peut pas bosser avec. Alors donc, Wolf in Motion, sa liste s'appelle « Ces femmes qui reprennent des rôles d'hommes parce que sexisme ». Point d'exclamation, il est en colère, Wolf. Alors le premier titre, c'est All New Thor, qui est sorti en 2015 par Jason Aaron et Russell Dauterman. Et c'est un des titres, je crois, qu'on a le plus parlé sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années. J'ai dû lire le premier numéro et en fait, j'avais pas du tout accroché à cette version de Thor. Pas parce que c'était une femme, mais parce que pour moi, Thor, c'est des combats limite Seigneur des Anneaux. Et là, c'était un peu... c'était assez ennuyant en fait. En tout cas, c'était pas le Thor que je voulais lire. Je crois que j'ai lu je sais plus combien il y a eu dans le premier kiosque VF de Panini. S'il y avait 1 ou 2 épisodes, j'ai lu ces épisodes-là en fait. Et toi, t'en avais pensé quoi justement, Matt, les premiers épisodes? Alors c'est les premiers épisodes et il y a un indice dans ma réponse, c'est que j'ai pas continué la série. En revanche, je trouvais que le concept était intéressant dans plein de choses. C'est hyper intéressant d'avoir une Thor femme quand on joue avec le personnage. Quand on se souvient des origines de Thor, qui est donc un personnage de la mythologie scandinave. Donc on a cette image des Vikings, des gros mecs hyper baraques et tout. Et là d'un seul coup, Thor, qui est ce gros mec hyper baraque, n'arrive plus à lever son marteau. Et c'est une petite meuf qui va réussir à le faire. Et en plus, Thor n'en est plus digne. Parce que le concept du marteau de Thor, c'est qu'il faut en être digne pour le porter. Donc jouer avec ces notions-là, je trouvais ça intéressant. En revanche, repartir sur l'histoire de l'alter ego dont on ne dévoile pas le nom, j'étais pas hyper convaincu. L'alter ego a une maladie quand elle est sous sa forme humaine qu'elle a pas quand elle est en Thor, et donc elle est d'autant plus faible quand elle est humaine et d'autant plus puissante quand elle est en Thor. De mémoire, c'était joli, mais voilà, ça m'a pas. Mais on plus, avait dit qu'on le disait pas. Non, c'était joli. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça. Ok, bon, je couperai là parce que sinon j'ai spoilé le truc. Donc de mémoire, c'était joli et j'en suis resté là. Mais pour l'instant, c'est le meilleur titre de la sélection. Ouais, tout à fait, c'est vrai. On va enchaîner avec le deuxième titre, mais si vous n'avez pas lu celui-là, ça m'étonnerait que vous ayez lu le deuxième. Il est sorti en 2015, encore dans la liste de Wolf. C'est Wolferine, avec Laura X23 dans le rôle de Wolferine, par Tom Taylor et David Lopez. J'avais lu le premier épisode et c'est tout, ça se passait à Paris. Et j'avais complètement oublié ce truc avant que Wolf m'en reparle et qu'il en reparle dans sa vidéo sur les clones d'ailleurs. J'ai dû le lire, oui, puisque j'avais acheté le coffret du relaunch de Panini. Ça m'a pas du tout marqué, donc pour l'instant, pour moi, Thor est devant She-Wolverine, comment tu veux l'appeler? X23 Wolverine? All New Wolverine? Ouais, ça devait s'appeler The Uncanny New All Different Wolverine, certainement, un truc comme ça. Ouais. Bon, ben on va partir comme ça alors, avec Thor en première position, Wolverine en deuxième position, et le troisième titre, cette fois-ci je ne l'ai pas lu, donc j'espère que vous l'avez lu les gars. C'est pas très vendeur pour l'instant. Le troisième titre de la liste de Wolf in Motion, c'est Supergirl New 52, par Michael Green, Mike Johnson et Mahmoud Asrar. Je ne l'ai pas lu les gars, essayez de sauver le premier podcast. Alors moi je l'ai lu, j'ai pas lu l'intégralité de la série, j'ai lu ce qui est sorti en VF, c'est-à-dire le premier arc.
puisque Urban a sorti juste le premier tome. Et niveau histoire, du coup, ils ont profité des New 52 pour retoucher un petit peu le perso. J'en garde pas un souvenir impérissable. C'était vraiment hyper classique. Hyper classique. J'étais un peu déçu graphiquement pour du Asrar. Je m'attendais à un truc vraiment plus pétant, et c'est pareil, c'est très plat en fait. Et il y a rien de fou dans le truc, c'est vraiment voilà, tu le lis, c'est pas une histoire qui est révolutionnaire sur le personnage, loin de là. Il retouche un petit peu aux origines, mais pas juste ce qu'il faut pour dire ah c'est nouveau avec les New 52. Donc c'est moyen, on va dire. C'est pas nul, mais c'est moyen. J'ai bien plus apprécié ce qui est arrivé plus tard sur le titre, quand ils en ont fait, en fait, ils ont fait intégrer le personnage de Supergirl dans le corps des Red Lantern. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Mais ce qui est sorti en VF chez Urban en librairie, donc juste le tome 1, le tout premier arc, c'est moyen. Moi, ça me dit quelque chose, mais ça m'a pas marqué, donc ce sera pas un titre voilà, dont j'étais fan. Si je dis pas de bêtises, c'est dans celui-là où du coup elle arrive sur Terre et elle est un peu vénère, elle est un peu ingérable en fait. C'est un personnage qui a les pouvoirs de Superman et qui est un peu plus vindicatif et un peu plus proactif que Superman. Et du coup, moi je fais partie de ces gens qui aiment pas trop le côté boy scout de Superman, et donc voir un personnage qui a des pouvoirs équivalents et qui du coup va un peu mettre les pieds dans le plat, comme on disait poliment du temps de ma grand-mère, ça me paraissait intéressant. Après oui, c'est une série que j'ai pas suivie sur le long terme, et donc que j'ai pas lu depuis ses publications en kiosque, donc ça doit faire 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait devant ou derrière Wolverine? Alors pour moi, il est en pile au milieu, dans le sens où du coup, le souvenir que j'en ai, c'est plutôt sur la caractérisation des personnages, pour ce que j'ai lu de ces trucs-là. Et du coup, voilà, pour moi, le côté utilisation de la mythologie nordique et jouer avec ses codes et confronter une femme est plus intéressante que cette incarnation de Supergirl, qui elle-même est plus intéressante que les aventures de All New Wolverine avec X-23. Je suis perso assez d'accord sur ça. Parce que je vais me fier sur les deux titres Marvel, sur les impacts et les échos que j'ai pu en avoir. Le Thor a fait beaucoup de bruit, et du coup j'en ai entendu parler, que le Wolverine X-23 pas du tout. Et du coup si je pars sur le côté originalité dans le traitement du personnage, etc., forcément le Thor va être en numéro 1 et Supergirl en numéro 2. Donc je suis pour l'instant relativement d'accord avec toi, One Macho. Bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va respecter le choix du peuple, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de votes ont gagné. J'ai pas lu Supergirl, mais Wolverine, j'avais pas un souvenir super impérissable, donc on va rester là-dessus. Premier Thor, deuxième Supergirl et troisième Wolverine. Donc on a donc une première liste dans laquelle n'oubliez pas de venir pusher de nouveaux titres pour l'épisode de la semaine prochaine, afin de faire bouger le classement. D'ailleurs, l'émission n'a pas de nom officiellement. On a des idées de noms. Si vous en avez, n'hésitez pas à les balancer sur les réseaux sociaux, et on pourra choisir parmi les noms qui ont été proposés le plus rigolo. On doit même pouvoir trouver des cadeaux pour celui qui va trouver le nom officiel et nous pusher le nom officiel de cette émission. Oh, c'est beau ça. Ah, s'il y a des cadeaux alors? C'est Phil qui les offre. Un abonnement d'1 an à Strange. On enchaîne avec la deuxième liste. Allez. Alors la deuxième liste, elle a été envoyée par Beaumasque d'Access Comics. Sauf que lui, il a mis que 2 titres. Le troisième titre, il m'a dit Osef. Donc tu vois, le gars qu'on a rien à foutre. Sa liste s'appelle Perte d'un proche. Et le premier titre date de 1988. C'est Batman, un deuil dans la famille. Et est-ce que vous vous souvenez du nom du scénariste? Moi, je m'en souvenais plus, c'est quand j'ai préparé la liste que je me suis dit, quoi, c'est lui? J'avais complètement oublié. Je peux te le dire de mémoire en me retournant vers ma bibliothèque. Ça triche. Oui, c'est Jim Starlin. Ouais, Monsieur Gant de l'Infini, c'est lui qui a écrit ça. J'avais complètement oublié. Ah ouais, j'aurais été incapable de te le dire aussi, tu vois. Et au dessin, c'est Jim Aparo. Bon honneur à notre fan de DC. C'est moi-même. Ah écoute, moi, pour moi, c'est effectivement un récit marquant. Au niveau de l'univers de Batman, parce que voilà, c'est la mort de Robin, Jason Todd, dans des circonstances le assez spoiler fortes. d'enfoiré. Vu qu'en plus sur la nouvelle édition, puisqu'actuellement le titre est en rupture de stock, et Urban va ressortir une nouvelle édition,
Et la couverture est on ne peut plus explicite ils prennent l'image de Batman portant le cadavre de Robin. Donc voilà. Mais du coup non, c'est assez intéressant. Et ce qui est cool au niveau de ce récit, c'est aussi bien évidemment cette partie-là, mais l'après. C'est-à-dire toute la partie où justement Batman accuse le choc et doit gérer ça et comment gérer l'après, un nouveau Robin ou pas, enfin tout ce que ça entraîne derrière, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment vraiment marquant et a été très bien réalisé. Moi, pareil, j'ai vraiment apprécié. En fait, on peut limite diviser le récit en deux parties. T'as la première partie avec la mort de Robin et c'est vraiment fort. Il est trahi par sa mère. Il y a le Joker qui intervient. C'est complètement fou. C'est vraiment poignant. Et par contre, à cette deuxième partie, je sais pas si tu t'en souviens, avec le Joker qui devient diplomate ou je sais pas quoi. Ouais, tout à fait. Il va mettre Les une bombe Émirats. à l'ONU ou Ouais, c'est ça. c'est n'importe quoi. Là, par contre, la fin est complètement bâclée. C'est ridicule. Je sais pas, c'est un hommage au Batman des années 60, je sais pas. Donc là, on spoil comme des porcs, en fait, c'est ça. Les bouquins qui datent des années 80, on balance tout ce qu'il y a dedans. Ah oui, mais oui, ouais, allez, on y va. Allons-y. Moi, j'ai une approche un peu particulière de ce bouquin dans le sens où c'est un livre qui faisait partie de ma culture comics avant de l'avoir lu. Et c'est-à-dire que je connaissais beaucoup, enfin, on savait comment ça finit, on sait quel est l'enjeu du livre, on sait comment finit Jason. On a entendu parler de l'histoire du sondage téléphonique où les fans devaient voter pour choisir si à la fin du livre Robin devait mourir ou pas. Du coup, j'avais tout ça, c'était des choses que je connaissais avant de lire le livre. Et du coup, le livre perd un peu de son intérêt et il perd un peu en tension, en intensité, en surprise. Et donc, ce qui reste, c'est un récit des années 80, avec tous les défauts que ça peut avoir dans la narration et avec le dessin qui va être un peu daté, ce qui est un défaut ou qui n'en est pas, selon. Mais du coup, j'ai pas pu me plonger dans cette BD comme on se plonge dans un comics qu'on lit pour le plaisir, mais c'est plutôt une BD que j'ai lue pour son aspect historique, et donc avec lequel je mets beaucoup de distance en fait, comme quand tu potasses ton livre d'histoire, c'est exactement la même chose. Et du coup, j'ai aucun sentiment par rapport à ce livre. C'est quelque chose que je voulais avoir lu pour l'avoir mis dans ma culture comics, mais avec lequel j'ai beaucoup de distance et du coup aucun affect. Bah moi, c'est le contraire, parce que quand je l'ai lu, je savais qu'il allait mourir, et pourtant, j'ai trouvé ça tellement fort, parce que à la base, c'est sa mère qui le trahit, il arrive à se délivrer, mais il y a une bombe. Il est coincé avec sa mère à un endroit où il y a une bombe et il se couche sur la bombe. Donc l'achetez pas, hein, c'est bon. C'est pas la peine d'acheter la Red, vous avez tous les éléments à l'intérieur, c'est terminé pour vous. Pour moi, si on inclut dans la liste actuelle au fur et à mesure, pour moi, là, ce titre-là, il part numéro 1, tout de suite. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Attends, c'est quand même... Alors le deuxième titre de Beaumasque, donc le dernier, vu qu'il n'a pas trouvé de troisième titre, hein, cette grosse feignasse, c'est un titre de 1973, c'est Spider-Man, la mort de Gwen Stacy, par Jerry Conway et Jill Kane. Là, on rentre vraiment dans l'ère historique des comics, c'est-à-dire qu'on a eu 3 nouveautés et 2 pierres angulaires de l'histoire des comics. Donc déjà, le classement devient un peu compliqué. Là, sur les 5 titres, je suis obligé de mettre la mort de Gwen Stacy en numéro 1 pour son influence, pour le poids que ça représente dans l'histoire des comics. Il y a un truc hyper intéressant aujourd'hui, c'est que cette histoire date c'est 73, la mort de Gwen Stacy. Ouais, 73, et ouais. L'apparition de Spider-Man, c'est 62. Ça doit être ça, oui. Et du coup, Gwen Stacy, ça nous paraît être un mythe fondateur de Spider-Man. C'est-à-dire qu'il récupère ses pouvoirs, il fait du catch, il laisse s'échapper un voleur, l'oncle Ben meurt, c'est les origines de Spider-Man. Et Gwen Stacy, on le met dans les origines de Spider-Man. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive 10 ans plus tard. Le personnage est bien ancré déjà et il faut un peu bouleverser son univers. C'est une histoire marquante qui vient après, c'est une vraie idée d'auteur. Ça fait pas partie des trucs qui ont été droppés pour installer le personnage au début. Et le fait que aujourd'hui ce soit considéré comme quelque chose de fondateur du personnage, ça marque bien l'importance de cette histoire. Elle arrive après, parmi d'autres histoires, et elle se démarque tellement qu'aujourd'hui elle est indissociable en fait des origines de Spider-Man. Donc ne serait-ce que pour ça, pour la puissance de cette histoire, pour moi elle est là en première place de Stop et de ce classement.
Par contre, tu remarqueras qu'elle n'est pas souvent rééditée. Enfin, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que, comme Un deuil dans la famille qui revient régulièrement, comme des grandes sagas, la mort de Gwen Stacy est pas souvent rééditée, limite éclipsée, quoi. Bah en fait, on n'a pas besoin qu'elle soit rééditée, puisque c'est un fait historique auquel on fait référence de temps en temps, et on n'a pas besoin de le vivre pour savoir qu'il a existé. Tu vois, on n'a pas besoin de connaître la Première Guerre mondiale pour savoir que pour les tranchées, tout ça. Et du coup, on le prend comme un point historique. On réédite pas non plus, souvent, on adapte les origines de Spider-Man, mais le vrai premier épisode de Lee et Ditko est rarement réédité, à part dans les intégrales de Panini. C'est quelque chose qu'on va adapter. Et aujourd'hui, ce serait une vieillerie, quoi. C'est très daté, en fait, dans la narration, dans la façon de faire. Donc il vaut mieux le canoniser, en garder une image modernisée dans notre mémoire telle qu'on nous l'a racontée, et puis et le garder, voilà, comme point de départ du personnage. Alors tu dis que c'est très daté, par contre pour préparer l'émission je les ai refeuilletés en vitesse et les dessins de Jill Kane sont meilleurs que ceux de Jim Aparo 15 ans plus tard sur Batman, quoi. Ça fait partie des trucs, on va dire pudiquement, vintage, ouais, que j'ai racheté parce que c'est cool, quoi, malgré tout, à lire. Et donc je l'ai, voilà. Je dois avoir 4 épisodes de l'intégrale de Spider-Man, le premier donc avec les origines, la mort de Gwen Stacy, le 75, donc le début de la saga du clone, et l'apparition du Punisher, c'est le 74. Ça fait partie des vintage que je tolère. Est-ce que Yanda a déjà feuilleté Spider-Man, la mort de Gwen Stacy? Juste pour être sûr, c'est donc l'arc qui avec le chacal et tout ça. Déjà ça commence mal. Je pense pas qu'il y en a eu 50 de toute façon, mais c'était lié avec le chacal, non? Ah, plus tard ça, enfin plus tard, quelques numéros après. Ouais, donc j'avais pas dû lire l'épisode en tant que tel de la mort de Gwen Stacy, non. C'est de la merde de toute façon. C'est pas le bon éditeur. Ah, mais après, ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, Matt, dans le fait que c'est au-delà de l'histoire, l'épisode est marquant. Historiquement. C'est hyper pivot au niveau de l'histoire du comics, au sens large. Après, vu que je l'ai pas lu, de toute façon, ça ne pourra pas être meilleur que Un deuil dans la famille. De toute façon, c'est un peu consensuel à ce niveau-là. Le jour où on fait un classement où on va commencer à dire que All New Wolverine est meilleur que Un deuil dans la famille et que la mort de Gwen Stacy, on va juste se faire défoncer comme détruit sur Twitter, et en 8 heures, on va, voilà, fermer nos comptes et partir évoluer dans un nouveau média, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais là en même temps, le classement qu'on fait pour l'instant est très bon parce que je pense qu'on est d'accord tous les deux, Spider-Man va être premier. En plus, c'est un moment important de l'histoire des comics, je trouve, hein. Ça a été vraiment un basculement vers quelque chose de plus sombre. Et en deuxième position, donc Batman, troisième All New Thor. Je pense que c'est correct pour l'instant. On n'a pas à avoir honte. C'est cohérent, c'est cohérent. Il va falloir attaquer les titres de troll maintenant. Pas encore, parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la liste de Geeky. Alors lui, il m'a donné 3 titres, mais il m'a pas donné de nom de liste. Mais Matt, change d'équipe, c'est pas possible. Non mais ils sont pas sages. Là vous pouvez constater la difficulté que c'est au quotidien de travailler avec les mecs de lescomics.fr. Les mecs ne sont pas sages. Il n'y en a pas un qui est capable de respecter une règle. Et donc le premier titre, il date de 2008. C'est Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven. Alors, Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven, pour moi c'est un gros coup de cœur. Ah mince. Je trouve que McNiven défonce sur ce truc-là. Je trouve que c'est une des vraies réussites de Mark Millar. Je suis un gros fan de Mark Millar parce que je suis un gros fan de The Authority et que j'ai adoré la première saison de The Ultimate qui est un de mes 3 comics préférés ever. En revanche, je suis hyper critique sur Mark Millar parce que plus les gens qu'on aime nous déçoivent, plus on est critique envers eux. Et pour moi, Old Man Logan est une vraie réussite de la prod de Millar, avec cet univers post-apo un peu farfelu, avec les personnages qu'il peuple, on va essayer d'éviter les spoilers, avec l'histoire de prendre des personnages à contre-pied. Enfin, voilà, c'est facile et un peu fanservice, mais Hawkeye, son pouvoir c'est de bien tirer à l'arc, et donc dans l'histoire il est aveugle. Donc on prend le personnage un peu à contre-pied, voilà. C'est facile, mais ça fait le petit truc un peu fanservice qui fait plaisir. L'histoire c'est un road trip à travers des États-Unis post-apocalyptiques. Les 2 personnages vont faire le tour des États-Unis en speeder buggy. Bon bah voilà, le speeder buggy, ça fait plaisir. Il y a une histoire avec le nouveau porteur de Venom. Quand vous allez voir la gueule de Venom dans Old Man Logan, vous allez juste
kiffer vos mamans. C'est impossible autrement. Parce que c'est jubilatoire et que c'est du fanservice. Donc voilà, moi je trouve ça kiffant, je trouve ça bien fait. Il y a un mystère autour du statut de Logan dans cette histoire qui tient plutôt bien la route voilà, dans l'histoire. Il y a un petit twist facile aux 2/3 du livre qui fait que le statu quo entre les personnages va changer, mais ouais, pour moi c'est graphiquement et en termes d'histoire c'est réussi. C'est du coup une histoire dans un futur alternatif, donc c'est pas une saga en 40 volumes. Il y a un Deluxe Panini pour lire tout ça, et si on parle uniquement de plaisir de lecture et de kiff et pas du tout de l'aspect histoire des comics, pour l'instant dans les 5 qu'on a cités, c'est celui qui m'éclate le plus et que je relis avec plaisir. Alors moi j'ai un gros problème avec ce bouquin, c'est que quand je l'ai lu à l'époque, je me suis dit « Oh, il est bien ce What If !» Et j'ai jeté le bouquin. Tout simplement, je me suis pas rendu compte que ça allait devenir aussi gros que ça. Pour moi c'était juste une histoire secondaire, une histoire, un Elseworld, un What If de plus en fait. J'ai pas vu de plus-value sur ce What If. Et donc tu le mettrais où dans ton classement? Ah bah là ça va pas être dur, hein. Je vais le mettre en 3e position derrière Batman, mais devant Thor, devant le New Thor. Mais je suis assez intrigué en plus, hein. Je suis assez intrigué par ce bouquin et c'est vrai que il faut que j'aille y regarder, comme disait l'autre. Ce qui est un peu décevant dans ce bouquin, c'est que ce soit devenu le Wolverine officiel. Et que parce que Marvel est en galère de bonnes recettes et tout ça, c'est que ce soit le personnage qui évolue dans l'univers Marvel. Et peut-être que ça met un peu trop d'enjeux sur ce bouquin qui, oui, pourrait juste être un motif sympa. Et qui est un motif réussi, en fait. Bon, quoi qu'il arrive, on va le mettre en 3e position, je suppose. Non, on va le mettre en première position, on sera bien. Toi, tu le mettras en première position? Ouais, moi, en termes de plaisir pur de lecteur, ouais, pour moi, il est en première position aujourd'hui. Oh putain Ça me paraît excessif, c'est un what if, c'est tout, Matt, hein, tu t'emballes. Mais alors, plus je lis de comics, plus j'aime les histoires courtes et les mini-séries, les one-shots et tout ce genre de choses. Je trouve que la continuité aujourd'hui avec les éditeurs est devenue un problème, en particulier chez Marvel et DC. Et parce que à force de vouloir tirer sur des licences et réinventer des marques, finalement on n'invente plus rien. C'est-à-dire que le personnage de Kamala en Miss Marvel pourrait être intéressant sans avoir besoin d'être la marque Miss Marvel. On n'a pas besoin de faire changer un costume connu et de le transférer d'un personnage à l'autre en permanence. Et ce que va apporter un what if ou une histoire courte, c'est ça, c'est la liberté de pouvoir inventer des choses sans se prendre la tête avec des problèmes de continuité à venir en fait. Donc oui, je vais avoir tendance à beaucoup plus m'emballer sur des histoires courtes, sur des séries en 4, 8 ou 12 épisodes, plutôt que sur des arcs complets comme les X-Men de Claremont par exemple, qui sont je sais pas, 30 ans de publication. Ah mince, alors là tu poses un gros dilemme parce que je pense que la mort d'un Robin est plus important que ton Allman apocalyptique de seconde zone, quoi. Ouais, puis il n'y en a personne pour trancher, donc c'est un peu problématique. Ah ben moi j'aurais plutôt tendance à mettre un deuil dans la famille devant aussi, hein. Alors, comment on va faire pour classer? Est-ce que on part du principe que ceux qui ont le plus de votes remportent même s'ils n'ont pas lu le livre? Ah bah, la majorité a parlé. Matt Un s'incline. petit Kleenex. Je suis un vrai démocrate. Alors, deuxième titre de la liste de Kiki qui n'a pas donné de nom à sa liste, c'est Crisis on Infinite Earths de Marv Wolfman et George Pérez, 1985. Est-ce que Yanda, tu l'as lu? Oui, évidemment. évidemment. Là, c'est du lourd, là. Là, c'est du très lourd. Déjà, juste le bouquin en lui-même, l'histoire est dingue. Du coup, en plus, je l'ai relu il y a pas très longtemps parce que en fait, j'ai eu Compagnon et du coup, j'ai voulu relire en parallèle pour bien avoir tout et tout. Et je trouve que c'est toujours autant rythmé. Alors, il y a des fois, ça va beaucoup parler. Autant sur certains titres, quand ça devient vraiment très verbeux, ça peut être chiant et ça peut me sortir. Autant là, mais là, je dévore tout, quoi. C'est vraiment un gros kiff que ce comics. Et alors, le final est absolument fabuleux. Et au-delà du comics en tant que tel, sur l'histoire de DC, c'est un titre majeur parce que bah voilà, c'est le titre qui a remis tout à plat et qui fait repartir un peu sur des bases relativement propres et qui fait ça de
vraiment de super bonne façon, quoi. Donc, et au jour d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure par rapport à la mort de Gwen Stacy ou par rapport à Un deuil dans la famille de la façon dont les dessins ont vieilli. Voilà, c'est un titre qui a plus de 30 ans. Et tu le regardes maintenant, alors oui, c'est un peu old school, mais ça passe très bien, il n'y a aucun problème, quoi. Bah oui, Georges Pérez quand même. Pour moi, Crisis on Infinite Earths, c'est numéro un sans aucun problème. Par rapport à tous les titres qui ont été cités jusqu'à maintenant, c'est bon, le numéro un, il est là. Et puis il y a tout dedans, quoi. Il y a des moments épiques, il y a des grosses batailles, il y a des drames. Hein. Franchement, c'est très complet. Hein. Et c'est hyper rythmé, ça ne retombe que vraiment très rarement. Et pourtant, le bouquin, c'est un pavé, quoi. Il n'y a pas d'image, donc je fais le geste, mais c'est quand même costaud. C'est une maxi-série, si je dis pas de bêtises, c'est en 12 numéros, ou c'est quelque chose comme ça. C'est un gros morceau, hein, et tu lis ça, c'est bon. Ça se lit tout seul. Alors moi, c'est un titre que j'ai pas lu depuis longtemps. Je l'ai lu quand il a été publié en Comic Book, donc ça doit être en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Et c'est un titre que j'ai lu à un moment où je connaissais très mal l'univers DC. Il n'y avait pas eu les New 52, il y avait toujours une publication un peu erratique de DC Comics en France. Et donc je connaissais les poncifs, je connaissais Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern. Les Teen Titans, j'en avais entendu parler vite fait. Enfin voilà, c'est pour vous donner un peu mon niveau de lecture. Et j'étais pas allé chercher beaucoup de DC en VO. Et c'est un titre, encore une fois, c'était Crisis, c'est le titre qui a remis l'univers DC à plat. Donc c'est un titre que j'avais envie de lire. C'est un titre qui est hyper compliqué à aborder, dans le sens où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de versions des personnages. Et donc ça va demander aux gens une bonne connaissance de l'univers DC pour pouvoir se plonger dedans. Et sinon, ça va te demander un peu de courage pour passer au-delà de ces éléments que tu maîtrises pas. Et du coup, moi, c'est encore une fois une lecture plutôt culturelle qu'une lecture plaisir. Et puis, j'ai été perdu dans des trucs dans cette édition de Semic. Et en fait, je crois que je l'ai jamais lu en entier. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que malgré tous les personnages, ça reste fluide et t'as pas besoin de connaître tout le monde. Il y a des persos, je les ai peut-être vus qu'une seule fois dans Crisis. Ils apparaissaient, ils faisaient leur petite action et je les connaissais pas, mais ça me dérangeait pas. Tu vois, en fait, le truc, ça reste quand même un comics un peu bas. DC joue avec des concepts quand ils font des crises cosmiques et ils jouent avec des trucs d'une plus grande envergure et d'une envergure un peu plus spirituelle et d'une envergure un peu plus spirituelle et ésotérique en fait quand ça joue avec des concepts cosmiques et donc ça a besoin de beaucoup parler. Là où Marvel, ils sont plus dans le factuel. Et si tu prends le Gant de l'Infini, par exemple, il y a plein de personnages Marvel, ils vont se contenter de se foutre sur la gueule. À la rigueur, si tu sais pas quels sont les pouvoirs de Star Fox, tu t'en fous. Ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu dans les crossovers DC. C'est pour ça et on a eu l'occasion d'en parler avec mon contradicteur et néanmoins ami Mister Yonda ici présent. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la guerre de Darkseid, par exemple. Parce que les concepts font ça a besoin d'être expliqué et que ce côté un peu bavard et grandiloquent, moi, me gonfle un peu dans ce genre d'histoire. Et d'accord, les dessins n'ont pas trop vieilli, les coupes de cheveux un peu, mais ouais, ça fait partie plutôt pour moi d'une lecture culturelle que d'une vraie lecture plaisir. Alors c'est vrai que c'est bavard et que ça peut rebuter du monde. Hein. Là, je suis entièrement d'accord, par contre. Je trouve un excellent comics. Par contre, c'est pas du tout un bouquin que je ferais lire à quelqu'un qui a lu un comics ou deux par-ci par-là, voire pas du tout. C'est un très mauvais comics pour commencer. Par contre, quand tu en as lu un petit peu, sans forcément, je rejoins plus Phil sur ça, avoir une connaissance de l'univers DC de dingue, parce que en plus c'était l'univers DC d'il y a 30 ans, donc les concepts sont relativement les mêmes, mais les personnages, il y a des personnages qui au jour d'aujourd'hui n'ont plus jamais été réutilisés, et je suis pas persuadé parce que c'est ton cas, mais pour moi, c'est pas forcément un frein à la lecture. C'est une lecture qui demande quand même de s'y intéresser. Tu peux pas lire ça comme tu lirais un Supergirl ou un Wolverine X-23, mais il faut s'accrocher un petit peu, mais sans pour autant avoir besoin d'une connaissance de l'univers DC de fou. Je trouve que ça reste quand même globalement au niveau des enjeux, en tout cas, suffisamment accessible. Oui, c'est vrai, il y a un méchant, il y a des gentils. Limite, ça pourrait se résumer à ça, quoi. Il y a deux méchants, non ? Il y a l'Anti-Monitor et il y a
Exact, oui, oui. Et c'est l'Harbinger, c'est la nana. Ah oui, exact, et voilà, bravo Yanda. C'est elle qui va chercher tout le monde, ouais. Bon, donc du coup, Crisis, on est d'accord, on le met entre X-23 et Supergirl. Mais vous êtes sérieux? Impossible. Non. Je pense que Matt va pas finir la soirée. Je vais quitter la conversation en pleurant. Parce que une fois de plus, je le vois en première position, ce truc, c'est tellement énorme. Après, ce qui est intéressant, c'est la façon de faire. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on avait besoin de remettre à plat complètement un univers. Au moment où ça a été fait de manière intelligente et construite. Et ça a été fait pour des vraies idées éditoriales, pas comme certains reboots qu'on peut avoir aujourd'hui et qui sont uniquement des prétextes à faire un point one là, pour que les gens puissent rentrer en fait dans l'univers. Donc il y a une façon de faire, malgré les enjeux et malgré les besoins qu'on avait, donc planifier l'univers DC et son multivers, ça reste une vraie histoire, et ça je veux bien l'admettre, et ça reste une vraie œuvre d'auteur talentueux, et ça pareil, je veux bien l'admettre facilement. Et ça débouche sur des runs après, ça débouche sur le Wonder Woman de Perez, ça débouche sur le Superman de Byrne et sur le Dark Knight de Miller. Donc il y a des vrais enjeux éditoriaux et ça participe à cette charnière dans l'histoire des comics qui a lieu en 85-86 et qui permet d'arriver à l'ère des comics modernes, sortir des années 70 et arriver à l'ère des comics modernes. Maintenant, voilà, encore une fois, est-ce qu'on juge l'objet historique ou est-ce qu'on juge le plaisir qu'on a à le lire? Et le problème, c'est que moi, dans les deux cas, je le mettrais en première position. Ah ben moi effectivement là au jour d'aujourd'hui, à la liste actuelle, à ce jour sur la liste, c'est numéro 1, ouais. Et j'ai presque envie de dire c'est numéro 1, mais tranquillement en plus. Hein. Numéro 1, Pépouze. Ah ouais. Le petit Pépouze qui fait plaisir. Au KLM quoi, easy. Donc du coup ça nous ferait Crisis en 1, Gwen Stacy en 2, Batman en 3, Un Deuil en 3, et mon petit Holman Logan il commence en 4 doucement à rester accroché, mais c'est dur quoi. Peut-être que le prochain titre va détrôner Crisis. C'est un titre de 2015, c'est Harley Quinn, d'Amanda Connor, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. Oh putain. Je vais te le dire très pudiquement, je touche pas à ça. Moi Et attendez, je l'ai pas lu, mais pour préparer l'émission, je suis allé voir le résumé sur le site d'Urban, et apparemment c'est très méta. C'est Harley Quinn qui essaye de recruter un dessinateur pour faire sa propre série. Non, ça c'est le premier épisode. Ça c'est le tout premier, c'est le numéro 0. Et le premier, pour le coup, il est vraiment marrant parce que t'as une Harley qui est dessinée par plein de dessinateurs sympas qu'on aime bien. Et pour le coup, ça, ouais, c'est rigolo quoi. Mais ce côté méta qui arrive en 2015 chez DC, quand on lance une nouvelle Harley Quinn, alors que Deadpool en face est hyper puissant, on va pas me faire croire qu'il n'y a pas des intérêts économicaux, tout ça là-dessous. Donc cet épisode est sympa, ce qui se cache derrière puis un peu. Et j'ai lu le tome 1. J'ai fait mes devoirs, j'ai lu le premier recueil d'Urban. Pourrait dire c'est pas terrible, je préfère dire c'est pas ma cam. Je vais être globalement de votre avis et plus particulièrement de celui de Matt. Le numéro 0, j'avais bien aimé, avec effectivement ces variantes de dessinateurs et qui font chacun une ou deux pages grand max. C'était plutôt cool, même s'il y avait eu une polémique à la sortie du numéro, puisqu'en fait la dernière page de ce numéro, DC avait fait un concours pour permettre à des dessinateurs amateurs de postuler, et le vainqueur du concours aurait sa page publiée à la dernière page de ce numéro 0, et au final ça avait fait une polémique puisque le mec qui avait gagné le concours n'a pas été validé par DC en fait. C'est-à-dire, il s'est passé quoi ? En fait, sa proposition a été jugée trop ambiguë, puisque de mémoire, en fait, la dernière case, Harley Quinn est dans sa baignoire et elle est plus ou moins en train de simuler une espèce de tentative de suicide et tout, et DC avait dit non les mecs c'est chaud, on peut pas vraiment publier ça en dernière page, et donc ça avait fait un petit peu pas un bad buzz, mais ça avait fait un peu de bruit à ce moment-là, mais bon, au-delà de ça, le numéro en lui-même est gentillé. Après, je rejoins Matt sur le fait que je suis pas du tout client de ce type de comics en règle générale, non pas forcément Harley Quinn encore plus, parce que moi j'ai
j'aime la Harley Quinn de Batman, Batman la série animée, et on en est pour moi très loin. Je suis pas du tout contre le fait qu'elle s'émancipe du Joker et qu'elle évolue un petit peu de son côté. Au contraire, c'est très bien, et c'est des choses qui sont à certains moments abordées dans les années 90 par le biais du dessin animé ou autre. Mais non, pas ce côté gentillet, mais si voilà ce côté barré, mais loufoque gratuitement. En plus, on peut troller, hein, on est entre nous, on peut. J'aimerais juste comprendre un truc. Quand tu as un numéro 0 dans lequel le personnage est en train de dire elle va choisir son dessinateur, que dans le casting de dessinateurs il y a Becky Cloonan, Tony Daniel, Stéphane Roux, Dan Panosian, Walter Simonson, Jim Lee, Bruce Timm, Charlie Adlard, Adam Hughes, Dave Johnson, Sam Keith, Tradmore, Darwin Cook, comment tu peux, en tant que personnage de comics, à la fin dire ok, je garde Chad Hardin et ça passe, et du coup c'est lui qui fait la série. J'ai rien contre l'auteur. Et franchement, là j'ai repris les épisodes, les pages, franchement voilà, ça fait le job, c'est cool, enfin c'est pas dégueu. Oui, ça passe. C'est pas un comics honteux. Mais dans ce casting All-Star, tu peux pas te permettre de sortir Chad Hardin. Faut arrêter 2 minutes. T'as Jim Lee, Adam Hughes, tu dis ouais je vais prendre Hardin, c'est bien, ça me fait plaisir. Hein. Après, je sais pas quoi en faire, ça m'a... Je le mets après Supergirl, moi. En avant-dernier, donc. Après, voilà, le problème que je vais avoir moi, et peut-être Yanda, avec ce genre de lecture, c'est que on commence à être des anciens, en fait. Et on en a lu pas mal, des comics. Et donc, ce genre de trucs, qui sont du comics classique, mais qui se donnent l'air de sortir du cadre, l'histoire, on nous l'a déjà faite, en fait. Et donc, il manque... S'il n'y a pas un petit peu de génie dans une affaire comme celle-là, c'est pas un truc qui peut nous intéresser. Et typiquement, c'est John Byrne qui faisait Miss Hulk dans les années 80, 10. Et donc, les épisodes de Miss Hulk de Byrne ont cette saveur-là. La saveur un peu méta, un peu quatrième mur et tout ça, mais avec le génie de l'auteur. Et c'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui dans Deadpool et dans Harley Quinn. Et donc, peut-être que que cette magie-là opère un peu moins sur des lecteurs qui ont un peu plus de bouteilles, comme nous, peut-être. Donc ça, vous le mettez en fin de tableau. Ouais. Vous le mettez, toi, devant Wolverine, parce que t'as pas lu Yanda. C'est ça. Et toi, Matt? Je préfère Harley Quinn à Supergirl, par contre. Ah, Supergirl est 6ème, Wolverine 7ème. Comment vous faites? Non, mais on fait pas de débat, on peut le mettre en 7. On va pas faire de débat stérile, je vais pas me battre pour Harley Quinn. On met Harley Quinn en 7? Allez, écoute, c'est des bonnes journées pour Yanda, il faut qu'il gagne un peu contre moi. Voilà. Dernière liste, c'est Kid Fisto qui m'a pas donné de nom et qui m'a fait la liste en direct parce qu'il avait complètement oublié. C'est la liste du like. Exactement. La liste du j'aime. La liste du pouce bleu. Du pouce bleu, exactement. Bon, on le remercie quand même pour sa liste qui n'a pas de nom. Et on commence avec un titre de 2003, Red Son, de Mark Millar et Dave Johnson. Voilà, donc Mark Millar est revenu. Matt, est-ce que tu vas le défendre sur Red Son? Alors j'aime beaucoup Red Son. Il y a cette petite légende là sur la fin de Red Son qui fait un peu toute la magie du titre. Alors je vous spoil pas la fin, mais en fait cette fin qui est hyper méta pour l'univers des comics, en fait ne serait pas de Mark Millar et serait un truc écrit par Grant Morrison, parce que Millar séchait un peu sur la fin à l'époque où ils étaient potes, et du coup il a pris le pitch de Morrison, il l'a incorporé dans son histoire. Il l'a pas mis dans les crédits parce que bon, faut pas déconner, et c'est pour ça que Morrison est un peu fâché contre Millar aujourd'hui. Je pense que on n'aurait pas dû faire ce podcast ensemble parce que j'ai adoré Red Son, sauf cette fin. Ah bon? Vas-y, continue, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça a rien à faire là. Tu peux l'enlever la fin. Oui, tu peux l'enlever la fin, mais en fait, il savait pas comment conclure son truc et il a fallu trouver une fin. Mais je trouve que la fin fait illusion et que voilà, pour moi, c'est cool. Je trouve ça hyper intéressant dans Red Son de se dire que finalement les choses tiennent à rien. Et de se dire, si Superman arrive sur Terre 12 heures plus tôt ou 12 heures plus tard, il tombe au milieu de l'URSS et c'est plus du tout un personnage américain comme celui qu'on a pu connaître. Et toute l'histoire du personnage est bouleversée. Et dans l'univers DC, toute l'histoire géopolitique finalement est bouleversée. On arrive sur un monde qui est complètement différent. Et finalement, du coup, tu dis les choses tiennent à rien. C'est un peu philosophique comme truc, mais typiquement le matin, si tu hésites entre un t-shirt bleu et un t-shirt noir, tu vas pas rencontrer les mêmes gens. Et admettons qu'un jour tu rencontres la personne qui va être la femme de ta vie et tu vas vivre avec elle. Et bah ce jour-là, est-ce que si tu t'étais brossé les dents plus longtemps, tu serais passé à côté de la femme de ta vie?
Et en fait, les trucs tiennent à rien. Et le pitch de l'histoire, c'est ça. Alors, je pense pas que Mark Millar joue avec des concepts aussi philo que ça. Mais voilà, ce point de vue-là, c'est rigolo. Ça nous permet de faire un gros what if avec des incarnations hyper différentes de tous les personnages, puisque on a un Superman soviétique, on a donc un Batman soviétique, un Green Lantern soviétique, une Wonder Woman soviétique. Et voilà, c'est ce what if qui est rigolo, qui permet de jouer avec ces concepts-là, qui imagine ce que serait devenu l'URSS si elle avait été finalement la première puissance mondiale. Donc voilà, c'est rigolo. En revanche, pour moi, c'est pas un aussi gros what if et un aussi gros truc que Allman Logan en lecture plaisir, par exemple. Red Son, c'est compliqué parce que j'ai aimé l'histoire. Je suis comme Matt sur le fait que je trouve le pitch et l'idée de départ hyper intéressante parce que ça ouvre effectivement tout un tas de trucs. Et la réalisation de l'histoire en elle-même, ça tient la route et ça fonctionne bien. La fin me dérange pas. La fin m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai même bien aimé la fin. Et je trouve dommage que du coup, avec les New 52, alors après, ça peut prendre sens avec ce que tu viens de dire, Matt, par rapport à Grant Morrison, etc. Parce que Grant Morrison avec Multiversity et son multiverse New 52 vient taper un peu dans cette fin. Donc voilà, elle perd un petit peu en impact au jour d'aujourd'hui dans la continuité de DC. Mais après, par contre, j'ai quand même quelques petites réserves sur alors, c'est pour ça que c'est compliqué parce que, ok, le vaisseau de Superman s'écrase 12 heures plus tôt et donc arrive en URSS. En Ukraine et voilà, mais je vois pas en quoi ça génère un Green Lantern là-bas, un Batman là-bas, voilà. Donc c'est élargir parce que il faut pour que ça fonctionne, parce que tu peux pas juste avoir un Superman, mais c'est pour moi du coup beaucoup moins cohérent que le fait de la navette de Superman qui s'écrase et que à cause de la rotation de la Terre et de la vitesse, il tombe à ce moment-là en Ukraine. Donc je, je vais chipoter sur des détails, ce que je fais pas forcément d'habitude. Il y a des choses où je peux beaucoup plus laisser passer. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais voilà, je garde un bon souvenir de cette histoire parce que malgré tout, l'histoire est réussite et bien construite et se lit très bien et a un cheminement logique. Mais je trouve qu'il y a quelques petites incohérences que la fin au jour d'aujourd'hui est malgré tout du coup tombe un peu plus à plat, ce qui n'était pas le cas à la sortie du titre. Et donc c'est un bon récit, mais pas exceptionnel pour moi. Mais c'est vrai que si tu rejoins sur les personnages secondaires, Superman est très bien écrit. Par contre, c'est vrai que Batman, il me fait beaucoup penser au Batman du film Batman vs Superman. C'est un mec borné qui pense qu'à aller castagner Superman. Ouais, c'est vrai que les personnages sont pas super bien représentés. Et parce que je pense que c'était dur, hein. C'est compliqué dans cette structure justement de départ. euh, Parce que tu peux pas prendre Bruce Wayne par exemple pour Batman, donc tu es obligé de créer autre chose. Et c'est quand même assez compliqué de faire un Batman bis aussi impactant que Bruce Wayne. Ça aurait été plus intéressant de voir tous les super-héros en Amérique, sauf Superman, et voir comment évolue tout ça. Voilà, exactement, tout à fait. Là-dessus, ça aurait été assez énorme. Il y a d'autres histoires, il y a notamment une autre histoire plus récente qui reprend un petit peu ces personnages dans Multiversity par Morrison et que je trouve beaucoup plus réussi. Alors c'est un one shot, donc c'est en un numéro, donc c'est pas du tout la même construction non plus, mais pour le coup, les personnages sont beaucoup plus réussis, tous. Vous devriez voir le visage de Yanda quand il dit ça. Tous. Ils sont tous réussis. Oui monsieur, Franchement, ça fait peur. oui monsieur, tout à fait. Pour l'instant, si on regarde la hiérarchie du top, pour moi, il est un peu en dessous de Allman Logan. Donc, puisque j'ai pas eu le choix sur les 3 premiers et que mon petit Allman Logan est 4ème, Red Son se retrouve 5ème du top. Donc entre Old Man Logan et Thor, c'est ça? C'est ça. Pour moi, Red Son et Allman Logan, c'est la même came. C'est des histoires secondaires très bien foutues, mais pas vraiment indispensables, quoi.
Mais en fait, tu viens aussi, j'allais dire, tu viens d'une époque différente. À mon époque, petit con. Tu viens aussi d'un moment où la continuité, enfin, tu lis des comics un peu plus vintage que nous, qui avaient une autre approche, c'est-à-dire que la continuité était importante et c'est quelque chose auquel on touchait pas. Et donc l'importance des séries What If et des Elseworlds comme juste des tranches de fun. Mais c'est ça, c'était des bonus à nos histoires habituelles. Ouais, c'est ça. Alors que pour nous, aujourd'hui, c'est le vrai espace de liberté des créateurs qui sont guindés entre 2 adaptations de films et 2 crossovers annuels. Donc c'est vrai qu'on a une approche différente des crossovers. Mais après, bon, je vais pas me laisser donner des leçons par un mec qui fait des vidéos sur les Vengeurs des Grands Lacs et les Vengeurs de la Côte Ouest. Donc je pense que le public aura choisi son camp sans grande difficulté. On le met où? Tu veux qu'on le mette derrière ton Old Logan? Moi, c'est là que je place. Après, si vous considérez qu'il est meilleur que Old Logan... Non, je suis en train d'essayer de sauver ton Old Logan parce que Yanda va le mettre devant, évidemment. J'ai pas lu Old Logan, j'ai bien envie de lire Old Logan. Donc... On peut lui donner Old Logan, Yanda. Ouais, je peux... Ouais. On le fera descendre plus tard. Allez, voilà. J'espère... Allez, on va le mettre en 5ème position. J'espère que Marc ne m'en tiendra pas rigueur. On continue de la liste de Kit Fisto. Allez, 2e titre. Ah, c'est Kit... Ah non, j'arrête. Ouais. Attends, c'est Kit Fisto qui fait ça? Non, je travaille pas avec du matériel comme celui-là. Allez, second titre de la liste de Kit Fisto. On va parler que de la saga principale. C'est Secret Wars, sorti en 2015, de Hickman et Esad Ribic. Je dis on va se concentrer sur la série principale parce qu'ils ont fait plein de petits spin-offs à côté, des séries à côté. Il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais on va plutôt se concentrer sur la série Secret Wars en elle-même. Alors moi, ça va être très clair. C'est la série qui m'a fait arrêter de dire Marvel. Donc voilà, là, tout est dit. C'est du Hickman, c'est compliqué. 14 épisodes pour dire un truc que Kirby faisait en 2 pages. Moi, je peux pas Hickman, je suis désolé, mais autant les petites séries à côté, il y en avait des bonnes, autant la série principale Secret Wars, je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas la couleur, tu veux bien nous refaire le pitch de la série? C'est Crisis on Infinite Earth, chez Marvel. Donc, bagarre. En moins bien. C'est Crisis en mode bagarre. Avec des dialogues surtout, c'est le problème de Hickman, il a le même problème que Bendis, c'est qu'il part dans des longs dialogues qui ne servent à rien. Tu as fini le bouquin, tu te dis j'ai perdu de l'argent, j'ai lu ça, mais je me demande pourquoi. En gros, ils ont pris tous les univers Marvel, ils l'ont réuni sur une seule terre, qui s'appelle le Battle World, et il y a des héros qui ont réussi à échapper au cataclysme, qui viennent de la Terre donc 616, et qui vont essayer de remettre l'univers en place. Et c'est l'occasion du coup de croiser les incarnations de personnages Marvel venus de plein d'époques différentes et de plein de Elseworlds différents. On a le Wolverine de Old Logan qui va côtoyer le Wolverine des X-Men classiques et le Wolverine du X-Men 92, le dessin animé en fait de l'année 92, le bien nommé. Hein. Moi, c'est c'est le moment où j'ai arrêté Marvel, en fait. C'est-à-dire que le All New, j'ai laissé tomber. J'aime beaucoup Hickman, mais pas dans le mainstream. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Hickman, j'ai bien aimé Nightly News, j'allais dire Pax Romana, non, la fin est un peu moisie, mais j'aime vraiment East of West, par exemple, qui sort chez Urban. Et j'aimais bien l'approche un peu terre à terre et street des Avengers qui était développée depuis que Bendis avait clashé l'équipe et qu'on était reparti sur une incarnation du titre beaucoup plus terre à terre. Là, la partie avec les personnages qui habitaient sur Mars, là, qui voulaient implanter des choses sur la Terre pour créer des nouvelles vies et tout. T'as pas aimé ça quand même, si? Toute cette partie-là, j'ai détesté. Ah ouais. Et moi, j'ai complètement lâché les Avengers à partir de ce moment-là. De toute façon, le problème d'Hickman, il est assez simple à comprendre. Les histoires sont tellement compliquées que le mec est obligé de mettre des schémas dans ses livres pour comprendre ce qu'il raconte. Le mec est obligé de se faire ses propres schémas à l'intérieur et demander au dessinateur de les mettre en scène pour qu'on puisse suivre le truc. Donc ça ne marche pas. C'est effectivement inutilement compliqué. Moi, ça m'a perdu. Et donc, moi, c'est les prémices déjà de Secret Wars qui m'avaient perdu en route. Et donc, j'avais arrêté Marvel complètement à ce moment-là. Bah tu vois, Phil, vous êtes d'accord? Ouais, on est d'accord pour une fois. On est d'accord. C'est beau. Ça m'ennuie pour Secret Wars parce que c'est une saga importante chez Marvel. Mais tu vois, c'est ce que je disais sur Crisis. Crisis, il y avait un besoin structurel chez DC et éditorial de faire ça, et ils l'ont fait avec la patte d'auteur pour en faire quelque chose. Là,
Marvel, ils ont fait un peu pampant la bagarre. Ils auraient pu faire des sondages Twitter. Quelle incarnation de Wolverine vous préférez? Quelle incarnation de Cyclope vous préférez? Quelle incarnation de... Et puis te balancer tout ça dans une sorte de melting pot en te disant que c'est moderne parce que le Wolverine qui est là, il vient d'ailleurs. Et puis la meuf Wolverine, elle vient de là et tout. Et sous les élans de modernité, en fait, c'est hyper ringard. Ça prouve que, c'est exactement comme au cinéma, ça prouve que les mecs ont plus d'idées et qui vont uniquement composer des choses à partir des bonnes idées qu'on a eues dans le passé. Et donc ça prouve d'abord que Marvel va pas bien en termes de créativité et de récit. Ça rend en plus l'univers complètement opaque pour les nouveaux lecteurs parce que tu n'auras jamais le background suffisant pour comprendre ce qu'on est en train de te montrer. Et au-delà de ça, c'est pas agréable à lire. Donc c'est raté sur tous les plans, finalement. Où que vous le placez? Moi j'étais perdu déjà sur les prémices. Je trouve le concept ridicule et j'ai pas eu envie de le lire. Donc pour moi, c'est le seul titre pour lequel je n'ai même pas eu envie d'avoir la curiosité de le lire. Donc pour moi, il est bon dernier du classement, dans le sens où il n'est juste pas intéressant. Tu préfères lire Harley Quinn? Ouais, je préfère lire Harley Quinn, ouais. Parce que au moins, ça va être un peu sympa, rigolo, et puis voilà, il y aura des choses à raconter, et on verra le personnage dans un autre contexte. J'ai pas envie de me prendre la tête à voir 3 versions de Cyclope différentes et essayer de savoir lequel est... Ah ouais, c'est malin, parce que comme c'est pas la même époque, et ben il parle pas de la même façon. Enfin, franchement, c'est moisi, quoi. Écrivez des trucs. Écoute, je vais te suivre parce qu'il y avait du bon dans Secret Wars, mais dans les séries d'à côté. La saga en elle-même, j'ai vraiment pas accroché. On le met bon dernier derrière Wolverine? À mon avis, ouais. Oui, c'est le bordel, quoi. Ah, dis donc. C'est la saga de trop. Mais ouais, c'est dur. Ah, c'est dur. Je pense que Marvel a quand même essayé de jouer quelque chose, de faire quelque chose. Et ils se sont plantés. Là, on va se faire insulter, je pense, dans les commentaires. Par contre, du coup, c'est le classement subjectif des 3 mecs qui sont là. Et tout à fait. Je revendique mon droit au mauvais goût. Donc c'est juste un avis hyper subjectif et pas du tout une réalité de terrain littéraire et admise par l'Académie internationale des comics. Oh, moi je dis qu'avec notre culture comics, on peut dire que c'est la liste officielle qui devrait être affichée dans tous les comic shops, selon moi. Avec notre culture comics à nous 3, oui, mais étant donné qu'on n'est pas d'accord, eh ben, ça pose problème. on s'annule. Bon, on va peut-être être d'accord sur le dernier titre de Kid Fisto. Ah. C'est un titre de 2013. Ah. Avec James Robinson au scénario. Oula. Nicolas Scott. Oh là 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 là. Oh, n'en dis pas plus. C'est Earth 2. Oh, n'en dis pas plus. C'est Nicolas Scott qui dessinait Earth 2? Oui, enfin dessiner, c'est un grand mot. Oh, t'es un salaud. Elle a gribouillé Earth 2. Non, arrête. Oh. Moi, je suis complètement sorti du bouquin à la 3e page. Quand tu vois les 2 mecs en train de se rouler une pelle. Parce que je pense que tu peux présenter un couple homosexuel d'une autre façon. Là, c'était vraiment au cirque. Voilà la femme à barbe, voilà mes homosexuels, regardez-les bien. J'ai vraiment pas accroché. Et t'aurais jamais vu ça avec un couple hétéro. Hein. Jamais tu vois dans un comics, tu tournes la page, il y a 2 personnes qui s'approchent, qui se roulent une grosse pelle. C'était vraiment ridicule. Et en fait, alors c'est mon interprétation puisque je n'ai pas eu la version de James. Mais en fait, si tu veux, moi je l'ai pris, je l'ai reçu comme étant un twist lié au personnage. Parce que c'est une nouveauté pour le personnage, avec les New 52. Ouais, mais t'es obligé de le présenter comme ça? C'était vraiment racoleur. Alors, je suis d'accord que c'est foireux. C'est foireux et c'est pas effectivement une représentation intéressante, on va dire. Surtout que le copain, bon tant pis si on spoil, le copain il meurt quelques pages après. C'est-à-dire, tu peux même pas développer une relation de couple. C'était vraiment histoire de dire, voilà, j'ai mis un homo dans ma série, foutez-moi la paix, j'espère que ça va faire le buzz, c'est génial. Alors ça oui et non, parce que si, ça a une utilité après. Ah bon, c'est quoi? Dans le tome 1? Mm-hmm. Attends les mecs, vous avez spoilé la fin de Un de la famille comme des bâtards, et là tu peux pas aller page 14 du tome 1, c'est incroyable. Alors, je vais juste mettre un petit hop lorsqu'ils affrontent la menace. À un moment, oui, on y reviendra aussi. Alan Scott se retrouve un peu prisonnier dans une espèce de dimension parallèle, si je me souviens bien. Et là, son compagnon lui apparaît. Ah, c'est ça ton truc?
Et c'est en gros lui qui lui redonne la foi, entre guillemets, et le boost nécessaire pour se dire, bah, si, il faut que j'y retourne, et il y repart, quoi. La mort du personnage a un intérêt. Je suis d'accord avec toi sur le fait que insister lourdement sur cette page-là et en faire la révélation aussi forte, c'est très maladroit. Et c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est pas forcément un truc que je trouve intéressant dans les comics, parce que quand tu vois comment est traité, ne serait-ce que Batwoman ou même Midnighter quand il est revenu plus tard, ou même quand il était traité dans les années 90, c'est c'est- c'est des points de caractérisation et c'est des éléments de caractérisation des personnages qui sont traités comme complètement banals. C'est un truc normal. Il y a pas à insister dessus. Ils sont comme ça, et voilà. Et c'est traité comme ça dans l'histoire, et c'est traité comme ça dans le personnage, et puis voilà. Là, c'est vrai que c'est un peu mis en avant. Alors, je peux le comprendre, parce que c'est un twist sur le changement qu'ont amené les New 52 sur le personnage, mais je t'accorde, dans la réalisation, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à faire. Ouais, mais les New 52, c'était censé amener des nouveaux lecteurs. Je veux dire, un mec qui connaît pas le personnage, il va pas être surpris. Donc, quel intérêt de faire ça? Alors, c'était peut-être pour penser aux anciens lecteurs, mais à la base, New 52, c'était pas pour faire plaisir aux anciens lecteurs. À New 52, à la base, c'était pour un peu dans la même optique que Rebirth, c'est-à-dire, oui, pour faire revenir les nouveaux lecteurs, mais aussi garder les anciens. Et ce point-là précisément est effectivement pour moi pour les anciens. Dire, regardez, Alan Scott, il est plus comme avant. Ouais, c'était presque du voyeurisme. J'ai pas du tout aimé la façon dont c'est emmené. Je te dis, tu remplaces le gars par une nana, ça serait jamais arrivé. Tu aurais tourné la page, il serait jamais roulé une pelle comme ça. C'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Je suis pas homo et je représente pas les homos, hein, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être représentés comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux être représenté comme ça que pas exister du tout? Franchement, j'en suis pas sûr. N'étant pas homo non plus, je pourrais pas me positionner sur ça, même si oui, effectivement, à choisir, je préfère le- la représentation générale de l'homosexualité chez Batwoman, par exemple. Où là, c'est traité comme un truc complètement, enfin, pas normal, parce que ça a eu des conséquences sur le personnage et dans son histoire, mais, euh, mais à aucun moment c'est mis en avant de la façon dont ça a été mis en avant à cet instant-là dans Earth 2. Parce qu'après, ils y reviennent plus après, hein. Ah, en plus, C'est, dans les autres tomes, ils en reparlent plus. Heureusement, t'imagines, ils vont pas revenir là-dessus régulièrement. Bonjour, je m'appelle Green Lantern, je suis des caquettes. Enfin, c'est un peu moisi comme truc, Non, quoi. non, non, ouais, après, ça n'est plus jamais, du moins, mis en avant comme ça aussi fortement. Ah oui, ça n'avait aucun intérêt, donc c'est encore pire quand tu me dis ça, quoi. C'est encore pire. Ceci n'est pas un argument, tu t'enfonces. Du coup, je vais encore une fois être un peu partagé. Je suis pas allé au bout du tome 1 de Earth 2 parce que ça m'a pas intéressé. Vous dites que les New 52 c'était fait pour accueillir de nouveaux lecteurs. Oui. Du coup, quel était l'intérêt de faire une série parallèle avec des incarnations de vieux héros à part pour faire plaisir aux fans? Bon, d'accord, admettons. Mais un nouveau lecteur qui commence à lire ça et qui se retrouve avec un Green Lantern qui est l'incarnation de la sève, où on a mélangé du coup le concept de Swamp Thing et de Green Lantern. Enfin, moi, c'est des trucs comme ça qui m'ont un peu sorti du bouquin. Et en fait, c'est sorti à un moment où je produisais une chronique radio quotidienne et où je devais lire beaucoup de choses. Et en particulier, je devais chroniquer des bouquins accessibles aux néophytes. Et j'ai tout de suite classé Earth 2 dans la catégorie pas accessible aux néophytes. Et donc, je suis pas allé plus loin. Par manque de temps en fait, parce qu'il fallait envoyer des trucs. Mais j'ai jamais voulu revenir au titre parce que finalement c'était un truc accessoire. Donc pour moi le titre est pas hyper bon et pas hyper intéressant. En revanche, ce que vous dites sur la représentation de l'homosexualité, cet épisode de Earth 2 sort aussi au moment à peu près, mais dans la même période où il y a le fameux mariage dans les pages de X-Men et il faut en parler. Et puis c'est le moment où on commence à entendre parler du mariage pour tous en France et de la manif pour tous. Et alors, Phil, t'as tort et pas tort. Dans le sens où, si ça avait été un couple hétéro,
on n'aurait effectivement pas, au détour d'une page, un gros plan de galoche comme ça, tel qu'il est amené. Parce que c'est ça en fait. Et c'est de l'exposition de personnages parce qu'il est gay. Et puis la page d'après, de toute façon, le train explose. C'est pas un spoiler, on n'est même pas dans les 10 premières pages du récit. Ouais, carrément. Donc, on s'en débarrasse, ça serait dommage qu'on les voit au lit ensemble, tu vois. Première page, il dit je suis homo. Deuxième page, il roule une pelle à son mec. Après, ils disent on va se marier, t'es d'accord? Ah ouais, d'accord. Et donc son mari, il meurt. En revanche, des images de pleine page de personnages qui s'embrassent ou des couvertures de Superman et Wonder Woman qui se roulent des pelles, même récemment on en a eu. Et c'est pas inintéressant de donner la même exposition à un baiser entre hommes, ou un baiser entre femmes, et un baiser entre hommes et femmes. C'est juste que ça fait plus partie des codes actuels et que du coup c'est un peu raté parce que c'est mal fait en fait. Ça a l'air de sortir d'une autre époque et du coup ça a l'air un peu con-con. Donc de ce point de vue-là, c'est maladroit et un peu raté. Ça aurait été plus intéressant, tu vois, que tu tournes la page, ils sont en train de discuter, limite ils se tiennent la main mais on le voit pas, et que plus tard dans l'histoire, ils le sauvent, et là ils se roulent une galoche. Là ça aurait eu de l'importance, c'est à ce moment-là qu'on aura appris qu'ils sortaient ensemble. Là ça aurait été intéressant. Ce qu'on a dans les Young Avengers par exemple. Les effusions de sentiments arrivent dans des moments où il y a de l'effusion de sentiments. Et c'est pas que de l'exposition pour dire regardez, on est moderne, on n'est plus le DC Comics un peu plus classique que ce qu'on a été. Donc c'est une façon de dire on n'est plus le DC conservateur qu'on a été. Maintenant les New 52 sont passés et on est capable de vivre avec notre temps et d'avoir aussi un personnage homosexuel. Regardez, il y en a un, c'est super. Après, l'intérêt aussi de la série, et notamment du tome 1 et de la façon dont c'est amené, et ce qui peut, je pense, pour le coup, intéresser un néophyte, ou quelqu'un qui va même juste découvrir le principe de Earth 2, c'est le fait que le bouquin va démarrer, le bouquin démarre avec un combat entre Batman, Superman, Wonder Woman, et que 2 pages après, les 3 meurent. Le point de départ, c'est ça, c'est voilà, bon, ben, les héros sont plus là, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, quoi? Et arrive une nouvelle menace, et qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Bah, du coup, on assiste à la naissance et à l'émergence de nouveaux héros, d'une nouvelle équipe. Et alors, qui pour les anciens lecteurs ne sont pas des nouveaux personnages tant que ça, puisqu'on garde quand même soit l'essence du perso, ou juste le nom, ou juste voilà. Mais du coup, en ça, c'est intéressant. Après, le tome 1 est vraiment un tome d'introduction et d'exposition, comme l'est un peu le tome 1 de Justice League New 52. Pour le coup, avec l'arrivée des New 52, moi je suis dans la peau d'un nouveau lecteur où j'ai jamais lu de DC Comics sérieusement. Je connais un peu les incarnations des personnages, je suis tombé sur des vieux trucs, mais j'ai jamais eu de contact prolongé avec l'univers DC. Même quand c'était publié chez Panini, je lisais pas les séries de façon régulière. Donc pour moi, l'arrivée des New 52, je suis à la fois un peu lecteur éclairé, mais c'est mon premier vrai contact. Moi j'attendais du coup ce reboot parce que c'est un point d'entrée pour moi aussi, donc je vais découvrir cet univers là, et donc d'avoir déjà sur quelque chose qui est censé être un point d'entrée et simplifier le truc, d'avoir déjà un Earth 2 qui est une digression autour de personnages, avec une autre version de Flash, une autre version de Green Lantern, une autre version de comment elle s'appelle, Hawkgirl. Tout ça me parlait pas en fait, c'était pas pour moi en fait, pas à ce moment là. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait le même schéma que la Justice League, c'est-à-dire ils sont allés très très vite, alors que Justice League, ça allait très très vite, mais c'était justifié, on connaissait déjà tous les héros, c'est des personnages iconiques, et là, ils ont rushé les personnages, leur pouvoir, la façon dont ils ont vaincu le méchant. Pour moi, ça a été bâclé, mais ça a été torché à mes yeux. Mais déjà, Flash, il se sert que de la vitesse. Oui, il n'a pas la force véloce. Il va pas taper dans la Speed Force, et il n'utilise pas d'autres pouvoirs que cette super vitesse. Donc en soi, ça va relativement vite à maîtriser. Ouais, maîtriser si on veut. Voilà, au début, il va faire des gros dérapages, il va se retrouver très vite à l'autre bout de la planète. Green Lantern, après, c'est un peu différent. Oui, la gestion des pouvoirs est rushée, mais c'est pour l'histoire, parce qu'en fait, plus tard, on se rend compte qu'il peut faire beaucoup plus de choses encore. Il continue d'apprendre, mais tu le vois dans les tomes d'après. Ça peut sembler rushé, mais c'est faussement rushé si tu veux. Ok, donc c'est pas si nul, mais tu le mets où dans le classement? Ah putain, je suis bien embêté parce que si tu frottes ça à des Crysis et tout. Ah ouais, faut remettre les choses en place. Non, mais... On va se fâcher avec le patron. Je vois déjà Yanda qui regarde en haut du classement. Non, attends, du calme Yanda. En fait, c'est de la Justice League au rabais. On avait la même chose au même moment. C'est la Justice League de la côte ouest en fait. C'est ça en plus, mais c'est complètement ça.
c'est pas dans le top 3, c'est sûr. Après 4-5, on a Old Man Logan, Red Son. C'est ça. Et ensuite 6, All New Thor. 7, Supergirl. Ouais. Alors je continue. 8, Harley Quinn. Non, c'est bon, t'es pas obligé de descendre aussi bas. Non, je le mettrai après Red Son, moi. En 6, donc. Et je suis sûr que tu vas pas descendre plus bas, c'est ça qui m'ennuie. Ah non. Non, parce que bon, Thor, j'ai pas de comparatif, mais bon, voilà. Et après, c'est pour moi meilleur que Harley Quinn New 52, c'est meilleur que Supergirl New 52. Moi, je veux bien le mettre par là, mais avec la promesse qu'il va descendre, les gars, parce qu'on peut pas laisser ça ici. Déjà, le mettre dans la même liste que Crazy, c'est presque une insulte, quoi. Moi, on a un gros problème, c'est que je suis d'accord avec Yanda sur la position. Dans le sens où ce que je fais, c'est que je garde les titres qui sont en bas de classement, donc Supergirl, tu remontes. All New Thor, X-23, Harley Quinn et Secret Wars. Et je regarde, parmi tous ces titres-là, je pense que Earth 2 est celui auquel je suis le plus susceptible de donner rapidement une deuxième chance. Matt, t'as pas envie de le mettre en dessous de All New Thor qui a quand même Non, fait il a beaucoup pas parler envie. de lui. Il a pas envie. Je parle à Matt, Il a- tais-toi. Bah non, parce que tu vois, All New Thor, par exemple, j'ai lu le pitch pour voir un peu ce que c'était. On parlait de l'identité de la porteuse de marteau. Bon, bah, j'ai l'identité de la porteuse de marteau. Voilà, je pense que. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'aller chercher. Enfin, je me dis pas qu'il y a autre chose à aller chercher dans ce titre. Alors que dans Earth 2, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher et peut-être que ça mérite une relecture. On a fini, donc merci à Wolf in Motion, à Beaumasque, à Geeky, à Kid Fisto. Et en tout, on a eu 11 titres à classer. Bon, après vient la suite de cet épisode qui est l'épisode pilote pour vous comme pour nous en fait, où on savait pas vraiment où on allait au début du truc. On n'a toujours pas de titre, hein, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à envoyer en commentaire sur les réseaux sociaux vos idées de titres pour ce podcast audio. On devrait être un membre de plus pour les prochains puisque Sonia pourra pas se désister à chaque épisode. Et alors surtout la suite de la vie de cet épisode, c'est on a besoin de vous pour nous envoyer d'autres titres que vous voudriez qu'on rajoute dans le top qui est construit aujourd'hui. Donc on va rajouter les titres que vous nous enverrez par les réseaux sociaux. Marvel et DC uniquement, hein. Et des trucs qui sont parus en France. En fait, vous me faites une liste de 3 titres avec un nom de liste, histoire d'avoir des thèmes, ça peut être un peu plus rigolo. Et vous m'envoyez ça sur Facebook, Rétrophile, ou sur Twitter, Rétrophile Tweet. Bon, vous me trouverez facilement, vous avez l'habitude. Et vous pouvez même, en quelques mots, nous dire votre avis sur les titres que vous nous avez envoyés. Après, je regarderai tout ça, je prendrai les meilleures listes, et puis on incorporera, c'est pas facile, on incorporera votre liste à notre liste d'aujourd'hui. Et juste une dernière précision, il me faut des sagas, me dites pas les X-Men de Chris Claremont, ou juste la division alpha. Voilà. Il faut que ce soit ou un épisode précis ou un regroupement d'épisodes, la saga du Phénix Noir par exemple. Ça évitera de partir dans tous les sens. Et n'hésitez pas surtout à réagir en commentaire ou nous dire quel serait le top pour vous, en quoi vous êtes d'accord avec Phil ou pas d'accord avec Phil, en quoi vous êtes d'accord avec Yanda ou pas d'accord avec Yanda, en quoi vous êtes d'accord avec moi. Et d'accord avec moi. Et surtout, voilà, on a envie de... C'est plutôt de l'échange de fans et de lecteurs. Là, il n'y a pas du tout de... Je suis blogueur, je sais. Nous, on a envie d'avoir aussi vos sentiments par rapport à ça, puisque c'est juste des ressentis de lecteurs. Donc participez à Stop, commentez, débattez, proposez-nous des titres à rajouter à l'intérieur. Et puis, on va tourner un prochain épisode, la semaine prochaine, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 8 ans. Nul ne le saura. Je pense que d'ici là, de toute façon, Marvel aura été rebooté 2 fois, ça c'est une certitude. En attendant, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce pilote, ce numéro 0. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Nous, en tout cas, on s'est bien amusés. Et puis voilà. La conclusion, c'est difficile. Il faut laisser une bonne impression aux gens. Donc j'ai envie de vous dire bisous. J'ai envie de dire bisous et bonne soirée parce que pour nous, c'est le soir. Merci Phil de nous avoir invités. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Laissez un pouce bleu. Et merci Mister Yanda. Merci à vous deux. Ce que je vous propose, c'est de vivre maintenant ce moment unique avec nous, le moment où on va appuyer sur le bouton stop de cet enregistrement.